Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marc Aubry. Alors, comme vous le voyez sur le chevalet, je suis de la Mutualité française et j'aurai le plaisir de vous accompagner et en même temps d'animer cette table ronde autour de cette maladie d'Alzheimer. Bien sûr, je vous remercie de votre participation à toutes. Cette table ronde est organisée dans le cadre de la campagne nationale « Rendre visible ensemble », c'est le slogan, initié par France Alzheimer. Et cette rencontre est placée dans le cadre de la journée mondiale, bien sûr, de cette pathologie, sous un seul mot d'ordre, la vie continue. On l'a vu en fin du film. Derrière ce message simple, il y a une volonté encourager le diagnostic précoce et surtout montrer qu'il existe des ressources, des accompagnements et des personnes engagées pour aider les patients et leurs proches à vivre avec la maladie, mais aussi faire changer le regard sur celle-ci. Alors nous avons la chance d'accueillir 4 intervenants engagés que je vais vous présenter dans un instant pour aborder 4 grands thèmes, des sujets clés. Pourquoi le diagnostic précoce est si important? Comment peut-on accompagner les malades et leurs familles? Comment informer sans effrayer et lutter contre les idées reçues? Et enfin, quelles sont les actions concrètes de France Alzheimer sur notre territoire? Alors, pour présenter nos intervenants, donc je vais vous présenter donc Michel Dujardin, vous l'avez vu dans le film. Vous êtes le président de France Alzheimer Puy-de-Dôme et vous porterez la voix associative, soutien de proximité, activités proposées et plaidoyer. Sylvain Pedoux, c'est le seul homme, donc on va le chouchouter, on va dire. Donc Sylvain Pedoux, il est diététicien. Vous aborderez les liens entre la nutrition, la prévention et la qualité de vie des patients. Nous avons le docteur Elsa Dionnet. Alors, elle est sous le feu de la rampe cette semaine, parce que vous l'avez vu peut-être dans l'article du journal, il y a une page lui était consacrée avant-hier. Elle était dans le film ici et elle va participer à notre table ronde. Donc, neurologue au CHU de Clermont-Ferrand, vous nous parlerez du diagnostic et de l'importance d'un parcours de soins bien structuré. Et enfin, le docteur Claire Gimberg, pédiatre, au CHU de Clermont-Ferrand. Vous nous parlerez des possibilités d'accompagnement pour les malades et leurs familles. Je ne me suis pas trompé, tout va bien jusque-là dans cette présentation? Première question, premier thème, poser un diagnostic précoce. Pourquoi, comment et pourquoi faire? Je m'adresse là au docteur Dionnet. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la maladie, c'est comment se manifeste cette maladie. La maladie d'Alzheimer, on a l'habitude de penser aux troubles de mémoire, on dit que c'est une maladie de la mémoire, mais ce n'est pas uniquement une maladie de la mémoire. On peut avoir d'autres signes que des troubles de la mémoire. Et si on parle de la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Tout le monde se plaint de sa mémoire, tout le monde dit j'ai un trou de mémoire, mais ce trou de mémoire n'est pas l'atteinte, n'est pas la mémoire qui est touchée dans cette maladie. La mémoire qui nous intéresse dans le cadre de cette maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire des événements récents, qu'on appelle la mémoire épisodique. Donc c'est des épisodes de vie qu'on peut replacer dans le temps, dans l'espace. Et ce sont ces éléments-là qui disparaissent. Donc c'est plutôt une mémoire récente, avec la mémoire ancienne qui est maintenue très longtemps. Et il n'y a pas que la mémoire qui peut être touchée, la maladie peut également débuter ou lors de l'évolution donner d'autres signes, des troubles du langage, des troubles de vision ou des troubles des gestes. On voit également des modifications comportementales avec de l'anxiété, des dépressions atypiques ou même de l'agressivité et des modifications des relations aux autres. Pour poursuivre dans ce processus de diagnostic, on entend souvent que les symptômes sont mis sur le compte de l'âge, que les malades potentiels eux-mêmes minimisent leurs troubles, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu de déni.
quelle est la part du vieillissement normal et d'un début de pathologie? Souvent, où est le passage entre ces deux, le vieillissement normal et le début d'une pathologie? Alors, dans le vieillissement normal, on vieillit tous à partir de 25-30 ans, donc on est moins performant petit à petit. Déjà? Oui, 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 nous sommes très très nombreux à être concernés. Donc on est plus lent en fait. Et le vieillissement va surtout entraîner un ralentissement, mais la mémoire à proprement parler, cette mémoire dont je vous parlais, cette capacité à apprendre, mais apprendre ce qu'on a fait la veille, cette mémoire-là n'est pas censée être touchée avec le vieillissement cérébral. En effet, vous disiez qu'il y a une sorte de déni, souvent de l'entourage. Je pense que c'est un point très important, en tout cas l'entourage. L'entourage va constater beaucoup de choses. Souvent, le malade a tendance à se justifier, à trouver des explications, à expliquer ses troubles de mémoire. L'entourage va se dire il y a un truc un peu bizarre quand même, il y a quelque chose de différent. Et pour faire un diagnostic, c'est vraiment la comparaison par rapport à l'état antérieur. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent par rapport à avant. Parce qu'on a tous des capacités de mémoire ou de langage propres, mais dans la maladie, il va y avoir une modification par rapport. Mais il n'y a que la famille qui peut le voir, ça, non? L'entourage, c'est plus compliqué, puis j'ai envie de dire, ça doit être gênant de dire ben, je me rends compte de quelque chose, elle est différente ou il est différent d'avant, mais voilà, mais moi je peux rien dire parce que c'est pas mon rôle, c'est la famille qui doit intervenir en premier ou pas? C'est souvent la famille qui va alerter et qui va déclencher la prise en charge, qui va déclencher les consultations, ou des fois pas le proche, pas le conjoint, mais des fois les enfants aussi. Les enfants qui voient un peu moins les parents au quotidien, parce qu'on s'habitue aussi aux modifications, on s'adapte jour après jour. Des enfants qui habitent à l'autre bout de la France, par exemple, qui viennent pour les vacances, vont avoir un recul de 3, 6 mois, et vont avoir un regard différent en pouvant justement mieux dire qu'il y a une modification. Si je me réfère à ce qui se passait il y a 6 mois, il y a une différence. Je vais m'adresser au docteur Gimberg. Quels sont les signaux d'alerte? Voilà, comment les patients, lorsqu'ils viennent vous voir, voilà, quelle est la motivation? À quel moment le déni s'arrête et dit il faut qu'on franchisse le cap, il faut qu'on consulte? Et je suppose des fois, entre le moment où on doit aller consulter un médecin et le moment où réellement le compagnon, la compagne, ou le mari se rend compte de la maladie, voilà, quel est le déclenchement, quel est le déclic? Alors, comme vous l'aurez compris, je suis gériatre et pas pédiatre. C'est pas tout à fait ma classe d'âge. Donc moi, je vois les gens, contrairement au docteur Dionnet, après 75 ans, 70, 75 ans. Je la rejoins à dire que ceux qui savent le mieux ce qui ne va pas, ce sont les gens qui vivent avec, que ce soit tous les jours ou de façon plus distancielle. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées qui vivent seules. Et donc dans ce cas-là, pour nous, ce sont très souvent les enfants qui sont à l'origine de la demande de consultation mémoire auprès du médecin généraliste et pas toujours les aidants naturels, les compagnons, les maris, qui eux ont une tolérance et une atteinte qui fait que certaines fois nous gériatres on est obligés de demander aux enfants de bien vouloir venir une fois avec le mari ou l'épouse parce que on les voit jamais. Je pense qu'il y a une grande peur pour moi de la part des aidants naturels que sont les conjoints de s'entendre dire, entre guillemets, ce qu'ils ont compris bien avant nous, en tout cas dans ma classe d'âge. Pour rejoindre ce que disait Elsa, il y a aussi tout un support, je dirais, social, à dire qu'il est normal de perdre la tête quand on est vieux. Alors moi, si je ne l'entends pas à chaque consultation, de la part de la personne qui est malade,
ça me semble normal. De la part de l'entourage, ça me semble une franche protection. Mais c'est comme ça, et même mes confrères, médecins, gériatres, alors pas gériatres et pas neurologues bien sûr, mais médecins généralistes vont vous dire souvent « Oh, de toute façon c'est normal, il est vieux, et puis de toute façon ça ne soigne pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?» Cherchez dans vos médecins généralistes référents. Je pense que l'intérêt, c'est justement qu'il faut faire. Peut-être pas tout pour la maladie, mais par contre, il faut faire pour que la vie continue. Donc pour les aidants et pour le patient. Je vais m'adresser à Sylvain, Sylvain Pedou, notre nutritionniste. Est-ce que justement, dans ces signes et ces alertes, est-ce que la nutrition peut faire partie de ces clignotants? Oui, effectivement, un des premiers signes qu'on peut voir au quotidien de façon très technique, on va dire, c'est la diminution de l'appétit, la difficulté à prendre ses repas sur plusieurs aspects. Déjà, il peut y avoir une perte de mémoire immédiate qui va faire que la personne va pas se souvenir ce qu'elle a mangé ou pas. Elle peut avoir des difficultés avec les instruments qu'elle va devoir manipuler au moment du repas, des difficultés aussi pour avaler, pour faire descendre les aliments. Il peut y avoir aussi une modification de la concentration pendant le repas, c'est-à-dire que les gens vont avoir moins tendance à rester à table, à avoir un peu de mal à rester jusqu'au bout du repas, à vouloir un petit peu aller vite pour manger. Et après, il peut y avoir une difficulté à exprimer ses besoins qui fait que l'alimentation ne convient pas forcément, mais la personne ne va pas oser le dire, ne va pas pouvoir l'exprimer à ce moment-là. Donc le principal risque derrière, en fait, c'est donc la diminution de l'appétit qui va entraîner une perte de poids qui va aller, par effet boule de neige, entraîner éventuellement une dénutrition. Donc c'est un cercle qu'il faut essayer de casser le plus tôt possible, parce que la dénutrition, c'est apporter insuffisamment d'énergie au corps et insuffisamment de molécules pour qu'il fonctionne correctement, donc ça peut aussi développer encore plus la maladie. Donc un signe très clair, par exemple, c'est la perte de poids. Une perte de poids de 3% sur un mois, par exemple, c'est déjà un signe d'alerte. C'est déjà une perte de poids importante, donc ça fait 6%, pardon. Donc ça peut près, on va dire, 3-4 kilos sur une personne de 60 kilos. Donc c'est pas une grosse perte de poids si on regarde le chiffre, mais c'est déjà un signe clinique de dénutrition. Et si elle se développe sur les 6 mois suivants et qu'on a 5-6 kilos, là on a vraiment sur un aspect de dénutrition importante. Donc il faut prévenir ça au départ. Et ça, voilà, au quotidien, on peut arriver à le voir sur des gestes quotidiens qui sont difficiles, qui sont plus marqués, qui sont de façon, qui sont vraiment perturbés. C'est un des signes qui peut être un des premiers signes d'émergence de la maladie, quoi. C'est ça. Et puis vu que l'alimentation est quand même au cœur de notre vie aussi, on mange 3-4 fois par jour, donc c'est des passages sur lesquels vous pouvez voir des choses, vous, en tant qu'aidant. Est-ce qu'il y a une perte du goût ou des goûts entre les saveurs, enfin l'amertume, le sucré, le salé? C'est pas si tôt ou plus tard? Alors, au début, pas forcément, mais il y a surtout une difficulté en fait, à prendre du plaisir avec le repas aussi, parce qu'il y a toute une perturbation au niveau neurologique qui fait que les communications entre le cerveau et les organes se font mal, donc ça peut perturber aussi l'appréciation du repas. Merci. Maintenant, je vais me retourner vers le docteur Dionnet. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'importance d'un diagnostic précoce? C'est-à-dire, le docteur Gabert nous l'a dit, comme on ne peut rien faire, qu'on sache avant ou qu'on sache plus tard, ça ne va rien changer. Si, peut-être, en tout cas, je pense que ça va changer quelque chose. Donc, pourquoi le diagnostic précoce est-il important? Le diagnostic précoce est important. Déjà, il permet de mettre des mots sur une situation qui existe. Souvent, l'entourage est quand même au courant, comme disait Mme Jeanberg. En effet, les compagnes ont souvent déjà fait le diagnostic, donc on met des mots et ça permet de lutter contre quelque chose de concret. Ça permet aussi aux malades de dire « je suis pas fou ». Ce qui se passe, c'est une maladie,
il y a une explication logique, je ne perds pas les pédales, donc je vais pouvoir lutter contre quelque chose. Ça permet également de pouvoir avoir une prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc il y a des médicaments, alors bien sûr, qui ne sont pas curatifs, mais qui permettent de contenir la maladie. Donc ça permet quand même de garder une autonomie pendant plus longtemps qu'il y ait une prise en charge médicamenteuse. Quand on fait un diagnostic précoce aussi, nous les soignants, on s'attache à lutter contre tout ce qui peut aggraver la mémoire. Donc on vient de parler de la nutrition, donc on va être vigilant là-dessus. On va également s'intéresser à l'insomnie, à la dépression, qui est cause ou conséquence. Ça, on peut voir les deux. Mais si on est dépressif et qu'on a déjà une mémoire qui est altérée, la mémoire va être encore plus déficitaire. Si on arrive à traiter la dépression, on va améliorer la mémoire et on va améliorer la qualité. Donc des pathologies, j'ai envie de dire, autres que cette maladie, peuvent influer sur cette maladie. Tout à fait. On est amené également à faire des diagnostics, des fois, de troubles de la thyroïde, de troubles du sommeil importants. Le syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, est très souvent présent et va être responsable d'une aggravation des troubles de mémoire. Donc il y a une vraie nécessité de prise en charge. Et pour donner cet exemple du syndrome d'apnée du sommeil, s'il n'y a pas un diagnostic posé par un spécialiste de la mémoire, on va avoir du mal à faire passer le message auprès de nos confrères pneumologues qu'il faut prendre en charge ce syndrome d'apnée du sommeil. Donc c'est important qu'il y ait ce suivi médical spécifique pour qu'il y ait une prise en charge la plus globale possible. Bon, docteur Gambert, vous nous l'avez dit, on l'a vu dans le film, la vice-présidente, pardon, j'ai oublié son nom, elle dit mes parents avaient cette maladie et donc je me suis engagé dans l'association. Mais pour ces personnes, est-ce que le fait d'avoir des parents atteints de cette pathologie, c'est pas inquiétant et jusqu'où il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est-à-dire entre pas faire de l'obsession de cette maladie, mais en même temps, comment, si jamais on côtoie, le déni, c'est-à-dire, ma question, elle est entre le déni et la maladie, comment franchir ce cap? Pas faire peur et pas avoir peur soi-même, parce que moi je le dis aussi, hein, la maladie d'Alzheimer est une maladie méconnue, mais que tout le monde connaît, parce que tout le monde en a peur. Donc comment éviter cette peur? Peut-être justement le diagnostic précoce permet de faire, nous les soignants, d'en faire une vision réaliste. On a peur de la maladie d'Alzheimer parce qu'on la fantasme. On a le cousin, la cousine qui l'a eu, on a vu les copains du papa qui l'ont eu. Mais comme c'était très bien dit dans le film, chaque individu va développer sa maladie d'Alzheimer, même si le problème cérébral est le même, la façon dont il va être vécu, ce qui va émerger comme comportement variant ou différent, sera propre à chaque personne. Je pensais que vous alliez m'interroger entre le déni, l'hérédité. Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est une question que nous, on nous pose souvent. Ma mère l'a eu, mon père l'a eu, est-ce que je vais l'avoir, docteur? Je ne suis pas neurologue, donc c'est sûr qu'Elsa tranchera, mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait la même qualité de génétique et d'hérédité inéluctable, comme dans d'autres maladies de mémoire, parce qu'il n'y a pas que l'Alzheimer, bien sûr. Oui, très bien, comme réponse, vous allez interroger le docteur, peut-être qu'il va continuer sur cette thématique, et on clôturera sur le diagnostic précoce par votre réponse. Alors, la génétique reste un vaste débat. On peut avouer quand on ne sait pas, hein, après tout, la science n'est pas toujours au rendez-vous des connaissances. Oui, alors, il y a d'énormes découvertes en génétique. Et il y a des gens qui ont des maladies génétiques. Il y a des gènes qui donnent la maladie d'Alzheimer.
Ce sont des maladies qui débutent plus tôt que la maladie d'Alzheimer qu'on dit sporadique, donc autour de 50 ans, en tout cas vers 60 ans. Et souvent dans ces situations-là, on voit plusieurs personnes dans la famille qui peuvent avoir été atteintes de la maladie et de façon précoce. Donc certains gènes sont connus, on peut les rechercher. On va dire que la science avance parce que les généticiens ils cherchent et de plus en plus ils trouvent des facteurs de risque génétiques. Les facteurs de risque, ça augmente le risque d'avoir la maladie, mais isolément, ça ne déclenche pas la maladie. Donc la maladie d'Alzheimer est quelque chose de très complexe. On ne sait pas bien pourquoi elle se déclenche. On connaît quelques facteurs de risque, d'avoir de l'hypertension, avoir des facteurs de risque cardiovasculaire, avoir des traumatismes crâniens. On sait que ça peut favoriser cette maladie, mais ce ne sont que des facteurs de risque de la maladie. Comme d'autres pathologies, hein, Tout à fait. Toute personne qui a une hypertension artérielle ne va pas faire un infarctus, toute personne qui a une hypertension artérielle ne va pas avoir une maladie. Il vaut mieux pas avoir de cholestérol, de diabète, hein, c'est toujours meilleur pour la santé. Voilà, donc ça c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup cette question. Ma mère à 85 ans a eu une maladie d'Alzheimer, est-ce que vous êtes touché? Bon, ça on n'a pas la réponse formelle. Dans certaines familles, on a des réponses claires quand c'est très très jeune, sinon la science avance. Je voudrais faire une petite précision quand même, je vais dire quelque chose pour le diagnostic précoce qui pour moi est fondamental. Quand on fait un diagnostic précoce, je pense que le malade est au centre de la prise en charge. Parce qu'on voit quand même beaucoup de familles qui nous demandent, venez, on va dans le couloir parler, je ne veux pas que vous annonciez le diagnostic. Donc quand le patient qui vient consulter participe, vient de son plein gré, on va dire, et entend le diagnostic. Il est acteur de sa santé. Il est acteur de sa santé, il est acteur de sa prise en charge, il est acteur des décisions qui vont être prises. On va décider de traitement, on va décider d'examens complémentaires, on va décider de prise en charge non médicamenteuse, et ça, il est acteur de cette prise en charge. Et seul un diagnostic précoce, pas trop tardif, permet de mettre le malade au centre. Donc, pour conclure sur le diagnostic, ça nous fait passer aussi un peu à la prévention, hein, c'est-à-dire cité dans vos propos. Et là, je vais m'adresser à Sylvain Pedoux. Voilà. En termes de prévention, d'après vous, voilà, quelles sont les premières, j'ai envie de dire, mises en place qu'il faudrait mettre dans le cadre pour prolonger. Alors, la maladie était diagnostiquée, donc après c'est de vivre le mieux possible pendant le plus longtemps possible. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place d'après vous, notamment dans la nutrition, pour parvenir à avoir cette qualité de vie que chacun mérite? Déjà la première chose, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la principale risque au niveau nutritionnel, c'est vraiment la dénutrition. 50% des patients sont atteints d'une perte de poids, donc sont à risque de dénutrition derrière. Donc on va déjà essayer de lutter contre ça en mettant en place des repas qui conviennent, en aménageant un petit peu l'alimentation pour que ça se passe bien et que la personne puisse manger correctement. J'ai envie de dire, on va peut-être travailler sur les aliments un peu interdits et les aliments un peu autorisés, même si c'est un petit peu dichotomique comme réflexion, mais donc déjà sur tout ce qui va être aliments à éviter, on va dire, c'est pas interdit, mais ça va plutôt être à éviter, ça va être tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est aliments industriels, qui va contenir des molécules qui peuvent aussi avoir un impact sur le cerveau, donc qui peuvent encore développer un petit peu plus la maladie. Donc on va essayer de se rapprocher le plus possible d'une alimentation simple, avec des aliments bruts. Ça c'est déjà la première base. On va un petit peu s'éloigner aussi éventuellement des régimes restrictifs qui ont pu être mis en place sur d'autres pathologies de la personne. Voilà, quand il y a une maladie cardiovasculaire derrière, on met en place des règles diététiques importantes. Sur de l'obésité par exemple, qui peut être liée aussi, il peut y avoir des choses mises en place. Là on va un petit peu assouplir le cadre pour renourrir la personne aussi. Ça c'est déjà la première chose. Donc là on va être plus sur l'aspect, on va dire les choses qu'il faut éviter. Après les choses qu'il va falloir essayer d'encourager dans la consommation, grosso modo c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen.
Donc c'est le régime crétois aussi, qui peut s'appeler régime crétois, dans lequel on va mettre en valeur des produits dans l'alimentation. Donc déjà la première chose, comme dans tous les régimes, c'est souvent les fruits et légumes. Donc c'est d'avoir ces 5 portions de fruits et légumes par jour. Ça va être important pour apporter toutes les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants qui sont contenus dans ces produits-là. Il va y avoir de mettre en place une diversification, une modification peut-être de la répartition des sources de viande, poisson, œufs. Dans la consommation classique française, on va dire, on a une part importante de viande rouge, on a une part importante de viande tout court. Et on va essayer de se tourner dans ces cas-là plutôt sur une consommation de produits de la mer qui vont avoir des vertus différentes. Donc on va essayer de privilégier la consommation de poissons, d'avoir au moins 2 à 3 poissons dans la semaine, avec principalement des poissons gras. Donc poissons gras, c'est tous les poissons qui sont colorés, le thon, la sardine, le maquereau, la truite, etc. En conserve, surgelé, en frais, ça c'est vous qui voyez. Mais on va essayer d'encourager cette consommation-là pour aller chercher les fameux oméga 3 qu'on entend parler aussi souvent dans les médias. Donc ces oméga 3 ont un effet protecteur en fait sur le corps à travers un effet anti-inflammatoire et un effet protecteur au niveau cardiovasculaire. Donc s'il y a un effet protecteur au niveau cardiovasculaire, ça prévient aussi les choses qui peuvent se produire au niveau du cerveau. Donc c'est toujours un bénéfice. On va essayer de privilégier aussi de passer sur des céréales complètes, donc de ne pas consommer, de ne pas avoir des pâtes blanches, mais des pâtes plutôt semi-complètes ou complètes, qui apportent plus de nutriments, plus de fibres, qui vont être plus intéressantes aussi au niveau nutritionnel. On va se tourner aussi vers les graines, donc tout ce qui va être fruits oléagineux, les amandes, les noisettes, les cacahuètes, tous ces produits-là, de façon brute, donc non toastés, non salés, etc. C'est pas les gâteaux apéritifs, c'est vraiment les produits naturels. On peut aussi essayer de monter un petit peu sa consommation de légumineuses. Donc les légumineuses, c'est tout ce qui va être lentilles, pois chiches, pois cassés, flageolets, haricots rouges, haricots blancs, qui ont aussi un apport intéressant en oméga 3, en fibres, en protéines. Donc c'est des choses qui sont intéressantes aussi de façon générale. Donc diminuer en parallèle. Je reviendrai vers vous sur les régimes, et notamment les régimes de pathologie de cette maladie. On reviendra après la deuxième séquence. Donc on vient de poser les diagnostics. Alors, maintenant, on va regarder comment on peut accompagner les patients et les familles. Donc je vais m'adresser à Michel Dujardin. Donc peut-être pour débuter, nous donner quelques repères, quelques chiffres concernant cette maladie. Alors bien que nous en avons vu quelques-uns dans le film. Alors j'ai vu dans la presse, il donnait 1 400 000 personnes atteintes. Là, vous êtes à 1 300 000. Donc voilà, est-ce que ce sont les chiffres réels de cette pathologie en France? Alors, effectivement, pour connaître le chiffre, un chiffre exact, c'est compliqué. Alors, où on voit 1 million, on voit 1,7 million. Aujourd'hui, on m'a dit il y a 1,7 million de personnes. On va pas, bon, c'est à peu près la fourchette. Voilà. C'est la fourchette. Alors, peut-être l'avez-vous vu cette émission la semaine dernière, où c'était sur cette maladie pour les personnes de moins de 60 ans. Et il nous disait qu'il y avait 500 000 personnes en France. Donc ça veut dire pratiquement un tiers de ces malades ont moins de 60 ans. Donc ça nous relie avec notre diagnostic précoce. Et en fait, il nous disait aussi qu'il y avait 5000 cas par an qui se déclenchaient, qui se déclaraient. Donc là, vous voyez un petit peu l'importance de cette maladie. Alors maintenant, vous êtes en première ligne avec l'association France Alzheimer 63. Madame Dujardin, qu'est-ce que vous dites à une famille qui vient vous voir après l'annonce du diagnostic et quel j'ai envie de dire, renseignements ou quelques accompagnements concrets vous pouvez leur proposer? Alors déjà, une famille qui vient nous voir après le diagnostic, déjà elle a un certain nombre de renseignements de par les médecins. Et je pense que le diagnostic... Ils sont désarmés, ils sont comment? Ils sont abattus, ils sont... Alors, on a de tout, où je m'en doutais, où effectivement, là c'est comme on l'a dit dans le film, une aidante l'a dit dans le film, c'est un coup près qui me tombe sur la tête, voilà, on a de tout. De la part des aidants,
chaque aidant réagit à sa façon. Et ensuite, bien sûr, c'est comment pouvez-vous nous aider? Alors, qu'est-ce que vous leur proposez justement pour les aider au début de la maladie? Parce que bon, je suppose que lorsque la progression, j'ai envie de dire, devient un peu plus compliquée, ce que vous pouvez faire atteint ses limites certainement, mais voilà, quelles sont vos limites? Jusqu'à quel moment vous pouvez accompagner? Jusqu'à quel moment les personnes peuvent rester à la maison? Enfin voilà, quel est un petit peu ce parcours? Comment vous les accompagnez dans ce parcours? Alors, effectivement, on accompagne quand même des malades jusqu'à un certain point, un certain point de la maladie. Les périodes sont différentes, ça peut aller d'1 an, de 5 ans, oui, c'est différent on chacun. a eu une personne, on l'a accompagnée pendant 10 ans. Donc voilà, tout de suite, on a des personnes, ça fait un certain nombre d'années, parce que assez souvent, j'accompagne la personne une fois le diagnostic donné, j'accompagne à domicile. On l'accompagne à domicile. Et au bout d'un certain temps, ces personnes, les malades, je parle des malades, les malades viennent sur les ateliers. Ensuite, les aidants, on les a aussi très longtemps. Parce que même après la perte de leur conjoint ou de leur malade, les aidants continuent à venir sur notre association. Ils vous accompagnent, ils peuvent vous aider de leur expérience? Alors, ils peuvent nous aider. Pas suffisamment, sûrement. Ils peuvent nous aider, mais ils viennent aussi pour toujours être présents sur l'association, participer à certaines activités où ils ont droit, et où ils peuvent, de toute façon, ils peuvent venir sur toutes les activités. Et ils peuvent venir jusqu'à ce qu'eux décident de ne plus venir. Donc on a là encore, ils sont maîtres de leur destin. Oui, c'est eux qui choisissent. Mais nous, on n'a pas le droit, on peut pas dire à un aidant maintenant, voilà, votre malade n'est plus là, vous venez plus sur l'association. C'est pas possible. D'abord, voilà, c'est pas recommandé par l'Union, et on a des formations qui consistent à accompagner l'aidant après l'entrée en EHPAD ou... Alors, la question qui va suivre, c'est... Bon, vous avez justement des aidants qui viennent vous voir parce qu'ils ont appris la pathologie de leurs proches, mais il y a des gens qui ne viennent pas vous voir. Donc ces gens, est-ce qu'ils s'isolent ou est-ce que c'est la maladie qui les isole? Quels sont les freins qui les empêchent de venir vous voir? Parce que j'ai envie de dire, le monde associatif, le monde médical est là bien sûr pour la partie médicale, mais on va dire c'est le monde associatif qui peut aider ces familles à accompagner leurs malades. Alors pourquoi ils ne viennent pas? Alors... la peur Oui, il y a la peur de la maladie, effectivement. Après, on a quand même pas mal, je dirais, des gens qui nous contactent et voient de plus en plus de malades en nous disant non, je veux pas consulter. Ou on veut pas faire de tests, on veut pas avoir de médecin. Je vois, docteur Gambert, vous acquiescez. Quel est votre regard par rapport à cette approche associative? Je n'avais pas remarqué que j'acquiesçais, mais bon. Moi, je pense que les gens ne vont pas voir France Alzheimer. Alors, je vais vous faire le retour simplement de l'impression que j'ai lorsque je leur propose d'aller voir France Alzheimer, puisque ça fait partie, nous, de notre accompagnement, du nombre de consultations après l'annonce, etc. Vous avez une grande part de déni, une grande peur de que vont dire les gens que je vais rencontrer, comment vont-ils dire que je suis, forcément je suis pas aussi bon qu'eux, forcément j'y arrive pas et eux ils vont m'expliquer la vie et j'ai pas envie qu'on me l'explique. Et effectivement tout le travail que moi je fais en consultation, c'est de leur expliquer que justement France Alzheimer, ils ne rencontreront que des gens qui ont le même problème qu'eux, que des patients qui ont les mêmes problèmes que leur aidé, et qu'ils apprendront ou ils enrichiront
de ce qu'ils raconteront et vice-versa. C'est pour moi le principe des groupes thérapeutiques ou des groupes de parole où on va échanger. J'ai même vu des aidants qui allaient sans leur aider. Comme s'il ne fallait pas montrer celui qui était malade. Ils allaient chercher quelque chose, ils rentraient vite chez eux. Voilà, on voit de tout. Je pense que c'est la peur, moi. Et parce qu'on n'a vraiment pas tout à fait... En France, on est un pays latin, on n'a pas forcément la culture du groupe de parole thérapeutique. On tchatche beaucoup, mais on tchatche dans l'air, sans jamais vraiment raconter ce qui est très profond et très personnel. Alors, j'ai un petit mea culpa, j'ai oublié quelque chose à vous dire. C'est qu'en fin de table ronde, nous aurons bien sûr une séquence de questions-réponses. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pourrez poser des questions. Hein. J'ai oublié de vous le dire en début, donc je me rattrape. Je vais revenir vers notre diététicien. Vous nous avez parlé de régime, mais j'ai envie de vous interroger justement une fois que le diagnostic est fait, donc la maladie va progresser, j'ai envie de dire, naturellement. Hein. Malheureusement, elle peut être freinée. Donc justement, en nutrition, quelles sont, d'après vous, les recommandations? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller plus vers le goût du patient, ou est-ce qu'il faut s'adapter à cette maladie? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place, ou alors il faut qu'ils vivent naturellement et normalement, comme si de rien n'était? On va essayer d'encourager quand même un changement de mode de vie si c'est nécessaire, hein. Si l'alimentation est très loin de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va essayer quand même de se rapprocher de tout ça pour permettre... on est sur un aspect prévention autant que curatif à ce moment-là, donc on va quand même aller chercher les bonnes molécules dans l'alimentation, hein. On dit souvent que 80% des maladies pourraient être évitées si on mangeait bien. C'est un peu vrai aussi dans cette maladie, donc on va essayer d'aller chercher les antioxydants, par exemple, dans l'alimentation pour limiter l'évolution de la maladie. Donc, en termes de plaisir, on peut aussi garder des aliments. Hein, on n'est pas tous au régime. Hein, clairement, le diététicien est souvent vu comme celui qui va faire un régime. On peut laisser des choses sympas dans son alimentation. Par exemple, le vin rouge peut être très intéressant parce qu'on va aller chercher dedans des flavonoïdes. On peut laisser, ses 2 carrés de chocolat noir par jour pour avoir aussi, on va aller chercher aussi ce genre de produits. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à structurer l'alimentation un peu différemment. Par exemple, transformer la collation de la journée dans l'après-midi où c'est juste de gâteaux avec peu d'intérêt nutritionnel. On va plutôt mettre un laitage, par exemple, à ce moment-là, nos fameux carrés de chocolat, et puis l'accompagner avec un jus de fruits mixé maison, par exemple, qui peut apporter tout ce qu'il faut à ce moment-là. Donc c'est vraiment essayer d'optimiser l'alimentation pour que le cerveau soit bien nourri et qu'il ne soit pas en manque de quelque chose. Déjà qu'il a des difficultés pour travailler correctement, si on le nourrit mal en plus, on va un petit peu développer un peu plus la maladie et entraîner des choses inintéressantes derrière. Merci. Je vais m'adresser donc maintenant au docteur Dionnet. Après les visites médicales, je suppose qu'un patient, vous le voyez plusieurs fois. Donc comment, d'après vous, on peut accompagner les patients et leurs familles pour favoriser ce maintien à domicile? Quels sont les signes, les conseils qu'on peut donner pour aller jusqu'au maintien à domicile le plus longtemps possible? Donc le temps de la consultation, c'est un moment où on peut raconter tout ce qui se passe à la maison. Je pense que ça, c'est très important parce qu'on vient de parler de la peur, de la honte. Et dans 4 minutes de consultation, on peut tout entendre. Donc ça permet d'adapter parfois, éventuellement les médicaments, mais aussi donner des explications au pourquoi de tel comportement et donner des petits trucs du quotidien pour trouver des solutions pour que la vie continue. C'est les post-it, c'est... Par exemple, mais il ne faut pas trop de post-it parce qu'après on oublie de regarder les post-it. Donc on essaie justement de mettre en place des stratégies pour, moi j'appelle ça des béquilles cognitives pour continuer à avancer. On trouve des stratagèmes pour avoir une référence et pouvoir garder l'autonomie. Donc on parle bien sûr toujours de la mémoire, donc les post-it, les agendas, mais les troubles de vision sont très perturbants. Les troubles de vision neurologiques
entraîne des difficultés à voir, par exemple, j'ai le verre devant moi, à voir ce verre qui est là. Et c'est très déroutant quand le malade met la table, il va mettre la fourchette à la place du verre, etc. Et c'est très déroutant pour l'entourage. Donc quand on nous explique ça, on va avoir une explication à donner. On n'a pas obligatoirement la solution, mais rien que déjà d'avoir une explication en disant c'est pas pour vous embêter, il met pas la table à l'envers juste pour vous embêter, c'est qu'il ne peut pas parce que son cerveau a cette difficulté-là. Et cet accompagnement, je pense, est très important dans le suivi. Bien, merci. Donc on va aborder maintenant un petit peu le troisième thème, qui est de briser les tabous, changer le regard pour mieux inclure. Alors nous l'avons abordé tout au long du début de cette table ronde. Vivre avec la maladie d'Alzheimer, c'est donc faire face à une réalité complexe où l'accompagnement, la bienveillance et l'adaptation du cadre de vie deviennent essentiels pour préserver la dignité et la qualité de la vie de la personne. Mais c'est aussi lutter contre l'isolement des malades et leurs familles et garder le lien social et surtout œuvrer à l'inclusion des malades dans notre société. Là, je vais m'adresser au docteur Guimbert, et notamment par rapport aux aidants, puisque vivre avec quelqu'un de malade, bien sûr, il y a de l'amour, l'amour il est là, heureusement d'ailleurs, on reste auprès des proches par amour, mais ça doit être parfois difficile, à longueur de journée. Donc comment les aidants, quelle approche pour les accompagner, comment pour arriver à supporter, parce qu'il ne faut pas qu'eux ils sont, pas qu'ils tombent malades, il faut qu'ils soient toujours à un niveau, d'humeur égal, et ça ne doit pas être toujours simple. Alors, c'est pas simple du tout, parce que pour moi, qui vois des gens âgés atteints de cette maladie, et pour l'avoir vécu aussi à titre personnel, c'est une maladie qui vous change une personne. Et je crois que finalement, le gros du travail qu'on essaye de faire en consultation, c'est expliquer pourquoi il change, pourquoi il détestait les choux-fleurs et que maintenant il ne mange plus que des choux-fleurs, pourquoi il ne marchait jamais dans la rue tout seul et pourquoi maintenant il sort, pourquoi... Voilà, c'est ça qui est perturbant pour l'aidant. Il ne reconnaît plus son aidé, il pense qu'il fait mal et que l'aider le lui rend bien. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Tout le travail en consultation, comme disait le docteur Dionnet, c'est de déculpabiliser en expliquant que la part de la maladie est différente, la part du cerveau est importante et elle est indépendante de la relation affective. Après, pour moi, accompagner, et là c'est la gériatrie, c'est proposer des solutions d'aide à domicile, des solutions de répit, parce que nous, on travaille je dis nous, au sein de la consultation mémoire, des personnes de plus de 75 ans, on travaille avec des gens dont on voit mourir les aidants, avant les aider. Donc, on est focalisé sur l'aidant doit tenir, l'aidant doit garder sa relation de plaisir et absolument se faire aider pour la relation de tous les jours, la toilette, le ménage, les repas. Il doit comprendre aussi que ce répit, il ne peut l'avoir qu'en se séparant de temps en temps de son aidé, par les ateliers mémoire, par les accueils de jour, que ça le prépare aussi, peut-être au moment où, effectivement, il faudra envisager un autre mode d'hébergement. Et moi, je passe mon temps à déculpabiliser la majorité des aidants qui tiennent, parce que je ne veux pas le mettre en EHPAD, parce que je lui ai promis que, alors que finalement, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, c'est aussi une part de l'accompagnement, et comme on a effectivement des gens qui sont âgés, qui vont effectivement avancer dans le temps avec leur vieillissement, cette part d'accompagnement par les structures qui existent, comme les clics, comme les accueils de jour,
comme les aides quotidiennes, les équipes ESA, j'en passe et des meilleurs, parce que certains d'entre vous connaissent tout ça presque mieux que nous, ça fait partie du travail. Merci. Je vais m'adresser à Madame Dujardin. On a évoqué justement pour permettre ce lien social et tout, le monde associatif. On a vu au courant de l'après-midi les ateliers qui étaient en place dans cette salle. Bon, il y a des thérapies, alors la musicothérapie, votre partenariat avec la Fédération française de tennis de table. Voilà. Comment votre accompagnement, vous pouvez le proposer à ces familles d'aidants pour un peu les soulager et permettre à leurs malades d'avoir une vie sociale un peu plus correcte? Alors, une fois qu'on a fait connaissance avec la famille, avec les dents, avec le malade, effectivement, on propose nos activités et dans un premier temps, les familles choisissent quelle activité viennent essayer. Sur notre association, on a 3 essais gratuits sur n'importe quelle activité. Et l'important, c'est que les aidants choisissent ce qui leur plaît. Qu'on ne leur impose pas, voilà, on va aller sur, je ne sais pas, le tennis de table, alors que cette activité ne plaît pas du tout. Ça ne sert à rien, enfin pour moi. Ça n'apporte rien aux malades et voilà, ça risque de le déstabiliser encore davantage quand il rentre chez lui. Donc après, moi je mets en place un planning d'un mois sur l'autre, je l'envoie à tous nos adhérents et nos non-adhérents, aux familles qui sont venues nous voir mais qui ne sont pas adhérents. Et c'est pas parce qu'une famille n'est pas adhérente qu'on ne va pas l'accepter sur nos activités. Je m'adresse au docteur Dionnet. Je l'ai dit tout à l'heure, 300 000 personnes ont moins de 60 ans, donc sont encore en activité, c'est-à-dire qu'elles ont une vie professionnelle. Comment vit-on avec une maladie de ce type-là et une activité professionnelle? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers? Voilà. Est-ce que vous avez des cas dans vos patients, certainement, qui sont dans cette situation? Alors oui, vu qu'en effet en neurologie, on s'occupe des personnes de moins de 65 ans, beaucoup sont en activité, celles qui ont moins de 60 ans essentiellement. Alors souvent quand ils viennent nous voir en consultation, ça fait déjà un petit moment qu'il y a les difficultés et il y a déjà des difficultés au travail. Ils en parlent ou pas? Au travail de leur pathologie. Alors avant, racontez-nous tout le parcours. Le premier problème, c'est que les gens ne viennent pas consulter assez vite. Ils ont des difficultés à la maison, mais des difficultés au travail. Et le patron, il va être beaucoup moins tolérant que le conjoint. Donc des gens se font licencier du fait de leur manquement. Donc ça arrive quand même plus souvent qu'on imagine. On voit aussi des gens qui arrivent en consultation en arrêt de travail pour dépression ou quelque chose comme ça. Donc ils sont en arrêt de travail depuis des mois, voire 1 an, 2 ans. Donc c'est vrai que là, la problématique du travail, c'est déjà un peu réglé. Ils sont déjà éloignés du monde du travail. Exactement, mais on a quand même quelques patients qui sont encore en activité professionnelle. Donc là, il faut faire tout un accompagnement, déjà poser le diagnostic bien sûr, et puis faire un accompagnement pour qu'il y ait des adaptations éventuellement, tout en sachant que, comme on disait tout à l'heure, c'est une maladie qui fait peur au patron, qui fait peur à la médecine du travail. Et donc, il y a plutôt, on tranche un peu dans le vif dans la société pour que la personne va avoir du mal à continuer son travail. Il y a quand même quelques exemples. Quand on a parlé de bienveillance, il y a quand même des exemples de collègues de travail bienveillants. Moi, j'ai une patiente qui a travaillé pendant 2 ans avec des troubles de mémoire majeurs.
Son chef a adapté ses tâches, ses collègues l'ont aidé à superviser, mais la clé, c'est qu'elle a donné son diagnostic. Elle a parlé, le diagnostic avait été fait précocement et elle a pu en parler librement et ça a permis de faire un échange. J'ai cette difficulté, j'ai besoin de votre aide. Les gens étaient bienveillants autour d'elle et ont pu adapter. Mais c'est une situation assez exceptionnelle, à la fois du fait du retard diagnostique et de la peur de parler du diagnostic. Oui, ça nous relie au diagnostic précoce qu'on a vu en début de présentation. Par contre, j'ai un peu le sentiment par vos propos que cette maladie, on la découvre dans l'entreprise. Ça me ramène à, je dirais, presque 20 ans ou 30 ans d'arrière sur les personnes en situation de handicap. Rappelez-vous, il y a 30 ans, une personne qui était en situation de handicap n'était plus acceptée dans l'entreprise. Alors que maintenant, je pense qu'elle l'est mieux, c'est-à-dire qu'on accepte des personnes qui sont à mobilité réduite, on leur offre des postes. Donc est-ce que pour cette pathologie-là, il y a encore des efforts à faire, mais qu'on est sur le chemin, qui permettrait justement d'accepter ces personnes dans le monde du travail? C'est ce qu'on appelle le handicap invisible. Et ce handicap invisible, malheureusement, n'est pas encore bien passé dans les mœurs, il n'est pas encore bien compris. En effet, il est plus facile maintenant d'avoir une vie à peu près normale si on a un handicap moteur. C'est bien passé dans les mœurs, les lieux s'adaptent plus ou moins bien, c'est bien sûr pas parfait, mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a des efforts sociaux aussi qui sont faits. Nos patients jeunes doivent faire des dossiers administratifs, des dossiers MDPH. Le dossier MDPH est rédigé pour une difficulté motrice. Quand on a une difficulté cognitive, le dossier MDPH est nul. Donc du coup, c'est difficile de mettre en évidence ce handicap invisible aussi clairement. Et c'est minimisé. Donc l'adaptation va être beaucoup plus difficile. Donc il y a de gros efforts encore à faire. Mais bon, si nous sommes sur la bonne voie, si on rapproche ça aux personnes en situation de handicap, peut-être qu'à l'avenir, justement, démystifier cette maladie, dire que là, c'est pas contagieux, enfin voilà, on peut vivre avec quelqu'un qui a cette pathologie et ça ne change rien à la vôtre, quoi, si ce n'est d'amener de la bienveillance et d'être un peu calme. Peut-être aussi, docteur Gimberg, prendre soin et protéger entre conjoints, c'est-à-dire que, voilà, comment... alors il y a des protections, le mariage est une protection, le pacte, toutes ces situations-là, et puis comment avoir une vie de projet avec quelqu'un, parce qu'on peut avoir des projets même en ayant un conjoint ou une conjointe, ou avoir des projets de vie, comment on peut arriver? Est-ce qu'il y a des difficultés pour faire un emprunt bancaire, par exemple, parce qu'on a un conjoint malade? Là, comment ça se passe la vie de tous les jours dans ces familles? Alors, oui, il y a des difficultés dans la vie de tous les jours quand on a un conjoint malade, quand on doit faire un emprunt. Moi, je vais vous donner simplement le témoignage, parce que j'en ai peu, ayant affaire à des gens plus âgés souvent que 80 ans. Mais j'ai reçu un jour en consultation un couple. Ils avaient tous les deux 70 ans. Ils avaient tous les deux eu une vie antérieure avec une épouse et un époux dont ils avaient ou divorcé ou ils étaient veufs. Ils avaient tous les deux enfants et ils vivaient ensemble depuis 37 ans. Ils parcouraient le monde, c'étaient deux anciens enseignants, ils parlaient l'espéranto, ils avaient eu plein de projets. Et puis, à la fin de la première consultation, il est apparu quasiment comme évident que monsieur était atteint d'une maladie de type Alzheimer. Et madame m'a dit, vous savez, c'est compliqué parce qu'il a été malade la semaine dernière, il a été hospitalisé et je ne suis pas sa femme, donc on n'a pas voulu me donner de renseignements. Je lui ai dit, ben oui, vous n'êtes pas son épouse, donc la loi demande aux médecins de ne s'adresser qu'aux patients et de ne pas donner les mêmes informations à une épouse légale ou pacsée
qu'a une compagne, même de 37 ans. Je lui dis, vous savez, il y a une solution. Ah bon, c'est laquelle, docteur? Il faut vous marier. Ah ouais, mais non, ça on avait dit, hein, qu'est-ce que t'en penses, Jean, on avait dit que... Je dis, vous allez réfléchir, il faut vous marier. Et je les ai revus 8 mois après, pour la suite de la prise en charge, hein, c'était tout à fait classique, et donc quand ils sont rentrés tous les deux, j'ai dit bonjour au monsieur, j'ai dit bonjour à la dame, bonjour madame R, ah non, madame V. Ils s'étaient mariés, elle ne l'a jamais regretté, ça leur a permis d'avoir une vraie vie de couple dans la difficulté que ça allait être, d'avoir une clarté très nette auprès des enfants, parce que les enfants de monsieur étaient bien contents finalement que madame la compagne devienne aussi son épouse, parce que elle s'engageait pour le meilleur et pour le pire, et elle savait qu'elle avait des chances de vivre le pire, et que ça dégageait les enfants, puisque la loi sinon c'est les enfants. Ceci dit, ça s'est fait à l'époque avec un monsieur qui avait toutes les capacités cognitives de comprendre ce qu'il faisait parce qu'il était en début de maladie, et que c'est pas Elsa qui me dira le contraire. En début de maladie, vous savez encore qui vous êtes, ce que vous allez faire, qui est votre conjoint, et que vous allez vous marier. Donc ça, moi, c'est un des témoignages qui va bien dans le thème de la soirée, hein, sur la vie continue. Ça reste un petit peu exceptionnel pour ma tranche d'âge, mais bon, voilà, ça existe. Je vais revenir vers Sylvain Pedoux. Que pensez-vous des ateliers de cuisine? Comment est-ce qu'ils sont en place? Enfin, moi, pour être à la Mutualité française, nous avons des maisons, des EHPAD. Et ça s'organise pour des personnes qui sont simplement dans le vieillissement. Mais voilà, quel est l'intérêt pour vous, pour ces pathologies, d'essayer d'intégrer, alors soit avec les aidants, de les faire participer à la construction de leur repas? Est-ce que c'est une activité qui permettrait un petit peu, déjà mécaniquement de bouger, d'avoir des réflexions? Voilà. Quel est votre regard par rapport à ces ateliers cuisine? Alors moi j'ai mené des ateliers avec différentes personnes dans des EHPAD, hein, avec des gens qui avaient des maladies assez évoluées, hein, qui étaient entre parenthèses mélangés avec des résidents un petit peu moins atteints par la maladie. Donc on peut tout à fait travailler avec eux sur des petits ateliers cuisine simples. Hein. Des exemples de recettes, par exemple, on faisait des roses des sables avec eux, on faisait la pâte pour faire la pâte à crêpes, donc c'était peut-être juste eux qui allaient mélanger avec le bol. Mais il y a toujours un intérêt derrière. Alors, il y a un intérêt déjà de technique, c'est-à-dire que la personne va devoir manipuler des objets, va devoir se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, d'essayer de comprendre les consignes qui lui sont données. Donc déjà, ça fait travailler son cerveau. Donc la plasticité du cerveau fonctionne à ce moment-là. Il y a aussi une réactivation souvent des souvenirs, parce que voilà, il n'y a pas de mémoire immédiate où elle est un peu perdue, mais par contre les souvenirs anciens peuvent ressurgir à ce moment-là. Donc ça va peut-être rappeler un repas de famille, ça va peut-être rappeler la recette que faisait leur mère ou leur grand-mère dans leur jeunesse. Ça peut réactiver plein de choses. Ça permet aussi de communiquer entre résidents. Donc il y a aussi un échange aussi entre les personnes qui sont dans le groupe. Donc voilà, ça réactive aussi du plaisir alimentaire, donc je pense que c'est intéressant. La médiation par l'alimentation, on l'a vu dans la vidéo, la médiation par les animaux, mais la médiation par les animaux, en fait, ça marche en général avec toutes les populations, avec tous les groupes d'âge, donc ça peut aussi marcher sur ce genre de pathologie. Et c'est du lien social et du lien de vie. Bien, écoutez, merci. Nous avons donc exploré déjà la maladie sous 3 regards complémentaires. Avant d'arriver à notre conclusion et des questions, bien sûr, peut-être voir maintenant comment ces approches se regroupent et dessiner quelques pistes d'espoir. Donc aujourd'hui, peut-être, docteur Dionnet, quelles sont, selon vous, les plus grandes pistes d'espoir aujourd'hui par rapport à cette maladie? Déjà qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Déjà, ça, oui. je pense que c'est très important d'en parler. Le travail d'équipe. Voilà, je pense qu'on a évoqué le fait qu'il fallait faire un diagnostic pour pouvoir trouver des solutions, mais les solutions, elles se trouvent ensemble. Voilà, je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui et un très bel exemple pour continuer à avancer. Votre regard, docteur Jaberg? Le même que le docteur Dionnet.
Le fait qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle toujours, qu'on en reparle, qu'on en parle au café du commerce, qu'on en parle quand on joue à la belote, qu'on n'ait pas honte de dire « Ah, tu sais, mon mari, il a cette maladie, mais bon, tout de suite on parle tricot parce que ça me détend, tu comprends ?» Quelque part, c'est une maladie, en tant que gériatre, qui s'occupe donc d'une tranche de la population nettement plus importante que la pédiatrie, on va en avoir de plus en plus, de plus en plus. C'est 1,5 million actuellement. En 2050, les prévisions, c'est 50. Pardon, en 2050, les prévisions, c'est 3 millions. Voilà, et des jeunes, et des âgés, et voilà. Donc, moi, je pense que qu'on avance sur, comme disait Elsa, le compagnonnage, on marche tous en même temps. Plus il y aura d'intervenants, plus il y aura de gens concernés, plus il y aura d'idées, plus il y aura pour en faire du sur-mesure, ce sera parfait. Pour Madame Dujardin, qu'apporte pour vous le fait d'avoir une journée mondiale de la maladie d'Alzheimer? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà. Alors oui, c'est important Pourquoi? pour faire connaître plus concrètement la maladie. Et pour moi, effectivement, alors ces journées sont importantes, mais nous, on la vit tous les jours. La maladie d'Alzheimer, puisqu'on est sur des différents ateliers ou ailleurs, tous les jours. Est-ce qu'il y a des liens avec les services, notamment du docteur Dionnet, votre association? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que voilà, il vous envoie des patients? Enfin voilà, comment? Oui, de plus en plus. Comment c'est articulé au niveau régional, au niveau départemental même, je dirais, puisque comment ça fonctionne? Alors oui, de plus en plus, et d'autant plus depuis qu'on a mis les permanences au CGR Marion. Donc, effectivement, alors souvent, par contre, les diagnostics sont mis en place, les gens voient les médecins, et c'est que après, plusieurs semaines après, qu'on a le retour des familles. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, d'après vous, pour que les gens, le public, connaissent, au-delà de cette journée mondiale? Qu'est-ce qui pourrait être peut-être simple à mettre en place, mais qui améliorerait? Alors vraiment pour notre association? Entre autres, oui. Alors d'une part, au niveau de l'association, qu'on ait plus de bénévoles. Pour pouvoir... Donc c'est un appel à du recrutement, hein? Oui. Et ensuite, moi j'ai encore, alors moins, mais cette réflexion en disant, oui, mais vous, association, vous n'êtes pas formés. Alors que nous, chez France Alzheimer, on a des formations obligatoires. Donc c'est pas, on ne vient pas comme ça, on ne devient pas adhérent ou participant ou animateur d'un atelier, il faut avoir fait une formation. Et elles sont dispensées par qui, ces formations? Alors elles sont dispensées sur Paris, alors maintenant de plus en plus en visio, mais on en a qui sont, notamment pour les présidents, qui sont obligatoires à Paris. Et donc avec un retour sur Paris de tout ce qui peut être mis en place sur des associations départementales. C'est des qualifications qui sont pratiquement diplômantes, quoi, pour participer. Oui. Je vais donner la parole au docteur Gingembre sur cette même question. Là, quels sont, d'après vous, les liens qu'il faudrait mettre en place pour arriver à ces liens avec l'association et les médecins là, puissent vivre et communiquer ensemble? Alors oui, nous on a la chance d'avoir France Alzheimer depuis que moi je fais de la consultation CGERM, c'est la consultation mémoire du CM2R du CHU qui est à Rion. Et il y a une permanence tous les mois au moins. Et depuis au moins 2010 que je travaille pour le CHU, c'est comme ça. Après, on a la chance en France, et en tout cas dans notre région Auvergne, ex-Auvergne, d'avoir un système de regroupement de l'information qui s'appelle le CLIC, Centre de liaison et d'information sur
la maladie d'Alzheimer et les autres, de coordination de tout ce que se fait dans la gérontologie, c'est-à-dire chez la personne âgée, et bien sûr l'Alzheimer. Donc là, vous retrouvez l'ensemble des associations, et ils travaillent bien sûr avec France Alzheimer, et l'ensemble des acteurs privés, publics, d'État, officiels, pas officiels, qui s'occupent de stimulation, de répit, d'aide. Chaque bassin de population autour de Clermont, autour d'Aurillac, autour d'Issoire, a ce système. Sinon, moi, souhaite quoi ? Peut-être qu'on arrête de banaliser le vieillissement cérébral en disant que c'est normal quand on est vieux de perdre la mémoire, parce que ça c'est un frein majeur de social, c'est pas normal. Comme je dis toujours, à partir du moment où votre voisin qui a le même âge que vous n'a pas les mêmes difficultés que vous, c'est que vous avez un souci. Ce que disait Elsa est archi vrai. Un vieux, il va au même endroit, il donne les mêmes réponses, mais il va lentement et il ne faut pas le bousculer. C'est tout. Mais il y arrive. Comme toutes les personnes âgées. Vous pouvez l'applaudir, vous avez le droit. Avant de passer aux questions-réponses, peut-être au docteur Dionnet, alors c'est peut-être pas forcément sa partie, mais comment articuler la recherche médicale, les accompagnement social et la prévention, donc ces trois thématiques, comment, voilà, la recherche médicale... Vous avez 3 heures. Ah oui, vous avez 3 heures, oui. On va réduire à 3 minutes, comme ça... C'est très très large là quand même. Hein. Je ne sais pas par quel bout le prendre en fait. Vous voulez que j'insiste sur quoi? Bon, la recherche médicale peut-être, on n'a pas du tout abordé, que... alors peut-être un point sur... Alors un petit point sur la recherche médicale, parce que... alors, point très positif, la maladie d'Alzheimer intéresse les chercheurs, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a bien des recherches depuis toujours, mais là il y a une explosion des recherches. Les laboratoires pharmaceutiques sont passionnés par cette maladie et l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. Donc on a besoin des chercheurs, des laboratoires. Donc ça progresse. Il y a des médicaments novateurs qui arrivent sur le marché. Là, je viens de dire qu'on avait besoin des laboratoires, mais les laboratoires font beaucoup de pubs et il faut savoir en prendre et en laisser. Ces nouveaux médicaments sont source d'espoir, mais entraînent également des effets secondaires notables et ne sont pas aussi miraculeux que ce qu'on veut nous faire croire. Donc ça progresse. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut être très très prudent et ne pas foncer tête baissée dans ces nouvelles thérapeutiques au prix de l'abandon de toutes les prises en charge classiques. Les médicaments, on va dire de base, qui sont plus remboursés, ils sont quand même utiles. Toutes les prises en charge non médicamenteuses sont utiles. Et il y a on a l'impression que tout ça s'est effacé par les innovations thérapeutiques qui ne seront disponibles que pour quelques personnes et qui ont des effets encore loin d'être spectaculaires. Mais les choses vont bouger dans les années qui viennent, c'est sûr. Enfin, ce que je retiens, c'est que la recherche intéresse maintenant des chercheurs, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Alors justement, là j'ai M. Arnaud qui m'a porté quelques questions, mais je reviendrai vers vous. La question, certains médicaments pour troubles mémoire ont donné des espoirs, puis oubliés, manque de preuves. Ensuite, qui là, lecanemab, et des terminologies que je ne comprends pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ont des recherches qui ont été abandonnées? Donc le médicament phare actuel, c'est le lecanemab. Qui est un traitement anti-amyloïde, donc la maladie d'Alzheimer, biologiquement dans le cerveau, il y a des plaques amyloïdes qui se déposent, et le principe, c'est d'enlever ces plaques amyloïdes. Donc là, c'est ce médicament actuellement qui fait le buzz. Une autre personne me dit quels sont les médicaments de l'avenir?
Voilà, Dans la donc, pharmacologie. celui-là, c'est assez cuisant parce que donc il est prescrit aux États-Unis, il est prescrit en Allemagne, je crois. Voilà, donc il y a quelques pays où on peut avoir ce médicament. Et la France, la semaine dernière, a refusé ce médicament. L'HAS a considéré que ce médicament n'était pas suffisamment efficace au prix d'effets secondaires majeurs. Donc on n'a pas l'accès précoce pour ce médicament. Les choses vont se faire progressivement. Il va y avoir des négociations pour savoir s'il peut être mis en place. Mais voilà, il y a un frein. Donc ça fait partie d'un médicament de l'avenir très proche. Il va se passer quelque chose dans les 12 mois, 18 mois. Ce n'est pas un médicament qui va régler tout le problème. Il y a des recherches également sur l'autre versant de la maladie qui est le versant qu'on dit tau, c'est une autre protéine. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la plaque amyloïde et de la protéine tau. Donc il y a aussi des recherches par rapport à cette physiologie de la maladie. Ça, c'est encore de la recherche, mais il y a des choses qui se passent. J'ai plein de questions, donc je vais vous les poser. Après, bon, chacun ira sur son domaine de compétences et peut-être pour répondre. Alors la première, quel examen donne un diagnostic sûr? Ensuite, quelle manière de trouver les gènes? Quel test? Quel examen? D'avoir une loi contre la maltraitance, je pense faire pour... je ne peux pas lire, j'ai gardé 12, non, j'arrive pas à lire, je suis désolé. Et ensuite, j'ai une troisième, nous avons besoin des dents, de tenir dans le temps pour faire face, avoir des périodes de répit, réparer le fil de notre vie. Donc là, c'est ce qu'on a évoqué. Comment? Alors, séjour temporaire en EHPAD, risque de régression, perte des repères. Donc, ce n'est pas forcément l'accueil de jour qui est le meilleur, si je comprends bien. Des personnes qui s'installent quelques jours au domicile, peut-être le style baluchonnage qui se passe au Canada, les familles d'accueil. Voilà, comment faire évoluer ces situations d'offres éventuellement. Ensuite, j'en ai une autre ici. On a parlé des troubles de la mémoire, de la vision. Et en ce qui concerne les défauts de langage, perte de lien social, d'isolement, qu'en est-il? Combien de villes aident dans le 63? Combien de villes sont devenues villes aidantes dans le 63? Là, c'est pour Madame Dujardin. Alors oui, j'ai donné plein de questions. Alors je ne sais pas si vous avez pu repérer quelques-unes dans mes propos. Donc, enfin, en fait, beaucoup dans ces questions, alors je ne dis pas qu'il y a eu à porter les réponses, mais nous avons essayé justement d'ouvrir un champ assez large pour que chacun se retrouve. Peut-être, Madame Dujardin, combien y a-t-il de villes aidantes dans notre département? Alors, c'est bien joli de signer des villes aidantes, mais il faut des personnes derrière pour assurer. Donc, pour l'instant, on est 4 villes aidantes. Donc, on a Puy-Guillaume, on a Clermont-Ferrand, on a... À Gerzat, maintenant? Oui, mais je voulais la citer en dernier, puisqu'elle est la plus récente. On a Beaumont et on a Gerzat depuis aujourd'hui. Eh ben, je vais vous faire un aveu. J'habite Beaumont. Eh ben, écoutez, la communication n'est pas arrivée jusqu'à moi que ma ville était ville aidante. Voilà. Ah bon, d'accord. Et tous nos ateliers en ce moment se font sur Clermont. Sur Beaumont. C'est quoi une ville aidante? Alors, c'est travailler avec les EHPAD de la ville, avec tous les malades, être présent pour tous les malades, être là pour les conseiller et en collaboration avec la municipalité, comme là, encore tout à l'heure, on a parlé avec monsieur le maire qui nous a dit, voilà, moi je vois ça, ça et ça à mettre sur la ville et donc on va s'y atteler. Merci. Je crois qu'il y a une question dans la salle.
Oui, monsieur a parlé d'Alzheimer pour l'histoire. La maladie d'Alzheimer a été considérée longtemps, enfin, par les neurologues et même par l'ensemble des médecins, comme une forme particulière de démence. Et nous, quand on faisait nos études en médecine, on nous parlait surtout de la démence sénile. Et puis bon, il y a d'autres variétés de démence plus rares. Donc on a l'impression là qu'on assimile un peu tout à l'Alzheimer. Qu'est-ce qu'en pensent les neurologues? En effet, on essaye de faire des diagnostics de plus en plus précis. La démence sénile, on vient de le dire, en plus, quand on vieillit, on n'est pas censé devenir dément, donc c'est un terme qui n'est plus utilisé. Et grâce au progrès des examens complémentaires, de la biologie jusqu'à l'autopsie, parce que donc, la maladie d'Alzheimer, c'est avant tout un diagnostic qui a été fait sur un cerveau d'une patiente. Il y a des entités biologiques qui sont mises en évidence. Donc on essaye de faire les diagnostics les plus précis possibles pour apporter des réponses les plus adaptées possibles. La maladie d'Alzheimer est la maladie la plus fréquente, donc c'est pour ça qu'on parle d'elle. Et heureusement, quelque part, qu'il y a France Alzheimer qui a ce terme-là. Mais en fait, tous les patients touchés par d'autres maladies, qu'on appelle les maladies apparentées, suivent un petit peu et peuvent bénéficier de ce qui se passe pour la maladie d'Alzheimer. Et en effet, il y a les maladies à Cordes-Lévy, les dégénérescences lobaires frontotemporales et d'autres maladies qui ne sont pas accessibles au même traitement, qui ne répondent pas au même traitement et qui n'ont pas la même évolution. Donc, si on arrive à faire des diagnostics plus précis, on va mieux prendre en charge, mieux adapter toute la prise en charge qu'il y a autour. Merci. Encore une question? Elle est la dernière. Bonsoir. Moi, c'était une question concernant justement la recherche génétique dont vous en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais savoir à partir de quel âge on peut faire la recherche et de quelle manière en fait. Est-ce que c'est des examens, je sais pas, des prises de sang, des tests, voilà. Merci. Alors, la recherche génétique est faite pour faire un diagnostic génétique. Donc, moi je suis neurologue, je ne suis pas généticienne. Donc on s'occupe en neurologie des patients, donc des gens chez qui un diagnostic a été fait. Et il faut avoir une histoire familiale ou un début précoce de la maladie. Donc nos recommandations avant, c'était les recommandations données par les généticiens. En France, il y a un centre de référence qui récupère toutes les prises de sang génétiques, ça se passe à Rouen. Donc nous on fait faire les prises de sang à Clermont, au CHU, et on envoie tout à Rouen. Ce sont les généticiens de Rouen qui interprètent. Nos recommandations précédemment, il fallait un diagnostic, mais un diagnostic complet et biologique de quelqu'un qui avait moins de 50 ans, une personne isolée qui développe la maladie avant 50 ans. On peut lui faire une prise de sang pour rechercher un gène. L'autre versant, c'était dans la famille 2 personnes qui ont la maladie qui débute avant 65 ans. C'était ça nos recommandations. C'est un petit peu en train de changer parce que les généticiens, ils aiment bien chercher, ils trouvent plein de trucs. Donc ils vont élargir probablement et on va pouvoir faire la recherche génétique chez les gens qui ont moins de 65 ans, chez qui on fait un diagnostic. Mais il faut que le diagnostic soit complet et notamment les généticiens nous imposent d'avoir un diagnostic biologique, en tout cas avec des biomarqueurs. Donc il faut avoir eu la ponction lombaire ou ce qui se développe un petit peu actuellement, le PET scan amyloïde. Parce que là, il y a eu une question sur comment est-ce qu'on fait un diagnostic, donc j'en profite. Un diagnostic, c'est on n'a pas d'examen phare pour faire le diagnostic, c'est un faisceau d'arguments qui nous permet de faire le diagnostic. C'est avant tout un diagnostic clinique, donc on a parlé de la mémoire, mais tous les autres troubles, les troubles du langage, les troubles de la vision, qui vont se mettre en place progressivement, c'est ça qui va nous alerter sur le fait que c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Après, les autres examens, ils sont censés nous aider un peu, mais il n'y a pas d'examen fantastique. L'IRM ne permet jamais de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il y a des radiologues qui disent il y a une maladie d'Alzheimer. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire un diagnostic que sur une imagerie cérébrale. On cède également des PET scanners qui permettent de voir s'il y a des zones du cerveau qui dysfonctionnent. Il y a le PET scanner amyloïde, donc il va marquer les plaques amyloïdes. Donc lui, il est un peu plus spécifique de la maladie d'Alzheimer, mais on peut tout à fait avoir des plaques amyloïdes dans son cerveau
et ne pas avoir de maladie d'Alzheimer clinique, parce que la maladie met 15-20 ans à se développer, donc on peut faire des diagnostics là trop précoces. Et le dernier examen, j'en viens quand même à votre question, c'est la ponction lombaire qui permet de chercher les marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer. Et là, quand la ponction lombaire est complètement pathologique, c'est quand même un élément important pour faire le diagnostic, mais un diagnostic biologique, c'est pareil. On peut avoir une ponction lombaire pathologique et être en pleine forme en fait, parce qu'on fait un diagnostic trop précoce. Dans les questions qui sont posées, on le voit bien, c'est ce qu'on a essayé d'éviter justement dans cette table ronde, de tomber dans la recherche. Et on voit que les questions, elles interpellent. On parlait tout à l'heure du professeur Lemaire. Là, c'est lui, le neurochirurgien, qui lui pourrait répondre à certaines de ces questions, mais ce n'était pas le but ce soir, mais je comprends les interrogations du public sur ces questions. Nous arrivons donc au terme de cette table ronde. Bien sûr, nous allons remercier, et sous vos applaudissements, nos intervenants pour leurs interventions éclairantes, humaines, constructives. Merci aussi à vous, public, qui nous avez écoutés.